Bonjour, bonsoir. Selon votre position sur la petite planète bleue, que les bénédictions soient au thème Namasté à chacun d'entre vous. Vous avez bien lu le titre de cette capsule. Il s'agit justement de parler de la fin de l'Occident. J'ai bien mis un point d'interrogation juste pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses farfelues qui circulent sur les réseaux sociaux et les gens ont besoin de connaître la vérité à propos de cette affaire, de la fin de l'Occident. J'ai bien fait d'ajouter naturellement la fin inévitable de l'Occident. Et vous comprendrez bien sûr pourquoi. Parce que cette fin de l'Occident est inévitable. Nous allons commencer d'abord par éviter les facteurs de confusion. C'est-à-dire, un facteur de confusion, c'est le fait qu'on parle de quelque chose ou un mot et tout le monde semble savoir d'avance ce que ce mot signifie et chacun développe des théories à propos de ce mot, de cette situation, sans partir à la base pour savoir vraiment sur quoi on est vraiment en train de discuter. Est-ce que nous en avons le même point de vue dès le départ? Et donc, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut d'abord comprendre ce que nous appelons Occident, ce que nous appelons la fin de l'Occident, tel que proclamé même par les Saintes Écritures. Je vous l'assure, il faut qu'on comprenne d'abord tout ça pour s'assurer qu'il n'y a pas de facteur de confusion et que nous sommes en train de nous comprendre véritablement. Souvent, les gens parlent de Dieu, mais il faut d'abord se demander à la base Dieu. Comment est-ce que nous le comprenons autrement? Chacun parlera de Dieu, croyant détenir la vérité, alors qu'à la base, ben, on n'est pas parti du bon pied. Qu'est-ce que l'Occident? Pour beaucoup de personnes, l'Occident est localisé de façon géographique. Lorsque nous abordons l'Occident, c'est-à-dire nous, quand je veux parler de la métaphysique de la nature, de l'animisme ou de la connaissance des principes premiers, pour nous, l'Occident n'est pas géolocalisé. Il faut bien comprendre. Quand nous parlons de l'Occident, nous parlons en vérité du système occidental. Parce que naturellement, il ne peut pas y avoir d'Occident si cet Occident n'est pas maintenu par un système dit système occidental. Mais quand nous parlons de système occidental ou de systémique occidental, de quoi nous parlons concrètement? Ou on peut aussi dire de l'entité occidentale, de quoi nous parlons vraiment? Voici de quoi nous parlons vraiment. Il existe ce qu'on appelle des valeurs, qui sont des principes universels de la vie. Maintenant, chaque civilisation, et donc dans ce cas, on va parler de civilisation occidentale, chaque civilisation pour être a besoin justement de s'approprier les valeurs universelles dans une dimension que j'appelle un paradigme éthique et mental ou moral, et qui est donc associé à sa perception du monde. Dans ce paradigme éthique et moral, on va dénommer ce paradigme-là un paradigme culto-culturel, c'est-à-dire fait de cultuel et de culturel. Donc, suivez-moi bien. L'Occident, ce n'est pas un endroit. L'Occident, c'est un système qu'on va appeler système occidental. Ce système occidental, pour exister et maintenir une civilisation dite occidentale, il faut forcément que ce système s'appuie sur des valeurs universelles que ce système s'approprie
mais que ce système va utiliser à travers un paradigme que nous allons appeler culto-culturel, c'est-à-dire un paradigme qui est propre à la perception de ce peuple-là, qu'on appelle le peuple de l'Occident. Et à travers ce paradigme-là, culto-culturel ou paradigme éthique et moral, eh bien, va se mettre en place tout un systémique occidental dont les valeurs, je dis bien dont les valeurs sont utilisées dans ce cercle, dans ce paradigme culturel. Prenons un exemple. On dira que l'amour, la solidarité, vous voyez, la fidélité et d'autres valeurs, la tolérance ou l'aide ou l'assistance, ce sont des valeurs universelles. C'est un exemple que je vous donne. Mais le système occidental, dit l'Occident, a une dimension qui lui est propre. Sa dimension qui lui est propre s'appelle la dimension éthique et morale ou une dimension culturelle. L'exercice de par cette dimension des valeurs, vous voyez, l'exercice de par cette dimension de l'Occident des valeurs universelles crée ce qu'on appelle le système occidental. Aujourd'hui, il est impossible de géolocaliser le système occidental ou l'Occident parce qu'en fait, ce n'est plus un territoire, c'est un système qui, disons, s'est répandu. Et je me rappelle de ce film Matrice. Ce système ressemble à ce qu'on pourrait appeler John Smith, qui est devenu un virus qui s'est répandu dans toute la matrice. Et donc, ce système occidental qui s'est répandu dans toute l'humanité, c'est ça qu'on appelle l'Occident ou le système occidental. On le retrouve dans l'éducation, dans l'économie, on le retrouve dans les aides, dans les assistances, on le retrouve dans la politique, on le retrouve dans l'agriculture, on le retrouve partout. C'est un système qui, en fait, est devenu gangréneux et qui infecte l'ensemble de l'humanité, qui a pris le contrôle de l'ensemble de l'humanité à travers la puissance de certains pays qui en font justement la promotion. Jusque-là, je crois que c'est clair pour vous. Donc, quand il s'agira pour nous d'aborder dans les parties qui suivent la fin de l'Occident, il s'agira justement de comprendre bien sur le plan métaphysique ce que nous entendons par l'Occident. Parce que beaucoup de gens pourraient faire des confusions, puisque en Afrique, moi je suis au Togo actuellement, que je sois au Bénin ou même au Tchad, l'Occident est en Afrique. Parce que le système occidental est déjà en Afrique dans l'éducation, dans la politique, dans la nourriture, dans l'alimentation, dans la santé. Le système occidental est partout. Donc, on ne peut pas dire que l'Occident, c'est là-bas. Non, l'Occident est partout en tant que système. Or, sans système, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'Occident. Et sans système, l'Occident ne peut pas perdurer. Vous voyez? Et ce système est fondé sur un principe systémique bien précis. Une fois qu'on a compris de façon basique, triviale, de quoi nous sommes en train de parler, on commence à ouvrir les yeux. Parce que comment se déroule aujourd'hui l'éducation de vos enfants, de nos enfants en Afrique, selon un système occidental? C'est l'Occident qui impose l'éducation. Ce qui fait qu'en réalité, ce n'est plus l'Occident qui est ailleurs, mais l'Occident qui est partout comme un système. Même aujourd'hui, les parents africains envoient leurs enfants à l'étranger et donc ces enfants vivent dans un système occidental. Mais également, il faut bien préciser les choses, on peut vivre en Occident et rejeter le système occidental. Donc, on peut vivre en Occident et ne pas être un occidental. C'est assez subtil, mais c'est vrai. On peut être
un occidental sans être occidentalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est occidental par le fait qu'on est de la culture de ce peuple, mais on peut avoir changé et devenir autre chose qu'un occidental. De même, on a des Africains qui sont de souche africaine et qu'on espère être vraiment des Africains, mais qui sont plus occidentaux que les Occidentaux, de par l'appropriation que ces Africains ont fait donc de ce système occidental. Or, le système occidental crée un systémique ou une systémique occidentale, j'aime bien cela, et cela permet de parler de l'âme occidentale, parce qu'il existe une âme occidentale. L'âme occidentale est ce systémique-là, occidental, qui perdure et qui fait perdurer les choses. Parce que c'est au niveau de l'âme que se trouve la loi de récurrence, vous voyez, qui permet de perpétrer, de perdurer, de durabiliser, de perpétuer un système. Donc, quoi qu'on dise, tous les pays, tous les individus qui absorbent d'une manière ou d'une autre le système occidental, eh bien, toutes ces personnes acceptent l'âme occidentale et donc toutes ces personnes sont, excusez le terme, ce n'est pas méchant, corrompues par l'âme occidentale du système occidental. Et ça, c'est clair. Parce que ce qui fait le systémique d'un système, c'est sa loi, son âme, qui maintient une durabilité. Et donc, une fois que ce système permet l'éducation, la santé, partout, nous sommes tous imprégnés de l'âme occidentale, nous sommes tous corrompus par cette âme occidentale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'âme occidentale est comme un virus dans le genre de l'histoire de Matrice, où on retrouve Noé et Néo face à John Smith, si c'est le nom, qui représente le système occidental, qui infecte tout le système matrice. C'est à ça que nous sommes en train, malheureusement, d'assister. Et c'est normal. C'est normal parce que lorsqu'un système atteint son paroxysme avant son déclin, c'est comme ça que le système fonctionne. Maintenant, nous savons tous à la base pour éviter l'imbroglio, pour éviter justement ce facteur de confusion, nous comprenons maintenant à la base sur ce que nous appelons l'Occident. D'accord? On est bien d'accord. Ces valeurs universelles qui sont des valeurs de la masse dans la nature, qui sont prises en otage par un système culturel ou un paradigme éthique et moral et exécuté de façon systémique pour se répandre ensuite, est ce qu'on appelle pour l'Occident, qui aujourd'hui fait maître et loi, pour l'Occident, ce qu'on appelle le système occidental et qu'on peut naturellement fusionner avec le concept symbolique de l'Occident. D'accord? C'est clair. Maintenant, ce n'est pas tout. Toujours dans la première partie que je vais appeler qu'est-ce que l'Occident, il y a un autre élément très important qui intervient. Et ça, sans cet élément-là, on ne peut pas dire que nous avons vraiment avancé dans la compréhension de la fin de l'Occident, la fin inévitable de l'Occident. Qu'est-ce qui caractérise, vous voyez, le système occidental? Qu'est-ce qui caractérise le paradigme occidental? Qu'est-ce qui caractérise la dimension culturelle de l'Occident? Qu'est-ce qui caractérise cela? Sachez que tout peuple et toute civilisation a une morale. Je vais dire plutôt sa morale. La morale est déduite de l'éthique. Est-ce que vous voyez? Mais l'éthique n'est pas tout de suite agissante dans l'exécution des tâches ou des fonctions publiques ou privées au sein d'une société. C'est plutôt la morale qu'il fait. Et donc, si la morale qui nous permet d'interagir les uns avec les autres, mais basée sur l'éthique, une éthique qui ne s'exprime pas tout le temps, mais qui vient justement de notre cœur, le système occidental a une façon
particulière dans son principe de fonctionner. Vous commencez déjà à entrevoir le problème ou la problématique, puisqu'aujourd'hui, tout le monde entend bien que ça revient encore de façon sempiternelle, ça revient encore et encore une phrase. On parle de l'Occident qui fait œuvre de deux poids, deux mesures. Cela devient récurrent. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle. On donne des exemples même physiques, matériels, pour dire, voilà le traitement que l'Occident a fait lorsqu'il y a un coup d'État dans tel pays. L'Occident a soutenu ce coup d'État, mais quand ça n'arrange pas l'Occident dans un autre pays, eh bien, l'Occident fait tout pour vouloir lever une armée de la CEDEAO pour essayer de nuire à un peuple digne de l'Afrique. Les gens ont appelé ce type de fonctionnement, c'est un exemple trivial que je vous donne, ce type de fonctionnement de l'Occident fait usage donc de deux poids, deux mesures. Mais en fait, les gens n'ont pas vraiment compris de quoi il est question et je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas que l'Occident fait usage de deux poids, deux mesures. C'est qu'en fait, dans la dimension du système occidental, que j'appelle la dimension du paradigme éthique et moral de l'Occident, ou dans ce que j'appellerais la dimension culturelle de l'Occident, il y a un élément fondamental ou fonctionnel de ce système. C'est qu'en réalité, dans la morale de l'Occident, à la base, pour les Occidentaux, entre eux, ils se comprennent, tout comme les loups se comprennent entre eux. Mais vu d'un autre point de vue, l'Occident a une morale extraordinairement ambiguë. Il y a donc une ambiguïté au niveau de l'exercice moral de l'Occident. C'est propre à la nature culturelle de l'Occident, c'est propre au système occidental, il ne peut en être autrement. Et ce comportement duel, ce comportement de l'Occident qui est d'une ambiguïté morale extraordinaire, mais très clair pour l'Occident en soi, les Indiens d'Amérique, entre-temps, avaient découvert cela et disaient ou appelaient les Occidentaux, et je vais parler plutôt du système occidental, ceux qui sont occidentalisés par le système occidental, les Indiens d'Amérique de l'ancien temps avaient coutume de les appeler les visages pâles à la langue fourchue. C'est qu'en fait, en réalité, le système occidental possède une dimension reptilienne. Cette dimension reptilienne est la langue du serpent. C'est la langue fourchue. La morale de l'Occident est une morale fourchue. C'est comme ça marche. Dans le système occidental, c'est une morale fourchue. Et je dirais bien que les langues fourchues s'entendent très bien comme les loups font copain-copain entre eux, mais pas avec l'agneau. On comprend bien. Donc, il est clair que le fonctionnement fondamental du systémique occidental est basé sur le principe de la langue fourchue. Dire une chose et son contraire. C'est ça la nature de la langue fourchue. Pour l'Occident, ce n'est pas un mensonge, c'est un principe de survie. Pour nous, c'est perceptible comme un mensonge, mais pour eux, c'est un système de survie et c'est ainsi que l'Occident a toujours évolué, fait preuve de la langue fourchue. Pourquoi? Parce que cette langue fourchue est liée à un autre élément fondamental. En aucun cas, ce n'est indexer un peuple ni injurier un peuple. Les Indiens avaient fait une découverte extraordinaire quand ils disaient visage pâle, langue fourchue. Parce que dans la caractéristique métaphysique, être pâle signifie tout simplement qu'il y a entre le corps de l'individu qui est pâle et son âme, il y a un écart beaucoup plus grand qu'un individu qui n'est pas pâle. Je vous donne cette démonstration de façon métaphysique et liminaire. Lorsque un individu devient pâle,
On dit en ce moment que son âme, qui est liée naturellement à son sang, on dira qu'il manque de sang, on va dire ça comme ça, mais en fait, dans la compréhension métaphysique, ce n'est pas qu'il manque de sang, c'est qu'en fait, son âme s'éloigne naturellement de son corps. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre son âme et son corps est plus prononcé que l'écart qu'il y a entre un autre corps et une autre âme. Cela peut choquer des gens, mais en fait, il existe vraiment, même si notre âme englobe totalement notre corps, il existe vraiment un écart. L'écart dont nous parlons n'est pas un écart du genre, il y a un écart entre mes deux mains. L'écart dont nous parlons est une question liée à la capacité que le corps physique a de synthétiser rapidement son âme. Je parle avec précision. C'est lié à la capacité que le corps physique a de synthétiser les vibrations de son âme. On dira alors que la plupart de ces personnes doivent rechercher une plus grande humanitude, c'est-à-dire retrouver un rapprochement entre l'âme et le corps. Par contre, on pourrait également avoir des gens dont l'âme est trop proche du corps et ces personnes également sont des gens déstabilisants. Mais ici, ce qui nous caractérise, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir pourquoi on appelait ces personnes ceux qui manquent de sang, c'est-à-dire de façon parabolique, ceux qui manquent d'âme. En fait, ce n'est pas que les gens manquent d'âme, il y a une âme, mais il y a certains corps qui ont la capacité de synthétiser plus rapidement l'âme humaine que d'autres corps. Maintenant, retenons bien ceci. Ce n'est pas parce que votre corps peut synthétiser rapidement l'âme humaine que vous êtes forcément une bonne personne. Parce que de par sa nature, l'âme est à la fois vice et vertu. C'est-à-dire que l'âme peut incarner des comportements vicieux ou des comportements vertueux. Donc, l'âme est équidistante entre vice et vertu. C'est d'ailleurs pourquoi l'âme est l'élément dynamique du corps. C'est lui qui fait ou c'est elle qui fait animer le corps. Et donc, on peut avoir une personne dont le corps synthétise rapidement son âme humaine, comme dans le cas du peuple de Kama, où la mélanine et le sang permettent justement de synthétiser rapidement l'âme. Nous sommes des peuples d'âme. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on peut facilement créer des communautés. Et nous sommes les premiers peuples à créer la communauté parce que justement, nous avons cette dimension de notre âme qui rassemble rapidement les gens. Par contre, d'autres peuples ne sont pas comme ça. Ces peuples ont du mal à sédentariser et donc, c'est des gens qui prennent le temps pour apprendre la relation qu'il y a entre eux-mêmes, l'être physique et leur âme. C'est pour cette raison que ce peuple de l'Occident a dû développer tout un ensemble de théories, de philosophie, de psychologie, encore à la traîne d'ailleurs, la psychologie est en retard, sur la psyché humaine, sur l'âme humaine, sur tout ça, alors qu'en fait, tout ça était déjà évident pour le peuple de Kama. Nous, on vivait d'âme, alors qu'eux, ils étaient à la recherche de l'âme. Vous voyez, ce n'était pas la même chose. Et donc, il faut bien comprendre que tous ceux qui vivent dans l'énergie pâle, vous voyez, et donc dans une énergie de cet éloignement, de capacité qu'a leur corps de synthétiser rapidement leur âme, peuvent justement et doivent naturellement, en termes de survie, développer ce que nous appelons la langue fourchue. Mais je le dis, la langue fourchue dans le système occidental n'est pas une mauvaise chose dans l'en-soi du système occidental. C'est comme je le disais tantôt, les loups ne sont pas des loups entre eux, ce sont des agneaux entre eux. Mais pour l'agneau, eh bien, c'est un loup. Vous comprenez ça? C'est ce qui caractérise aujourd'hui ou a toujours caractérisé la dimension culturelle de l'Occident. Et l'Occident a toujours fait preuve de cette morale, mais, eh bien, à cause d'une chose qui se produisait il y a longtemps, personne ne voyait ça venir. Personne ne l'a vu, en fait. Personne n'avait vu que l'Occident, dans son système profond, a la langue fourchue, que l'Occident, dans son système profond,
fait preuve de deux poids, deux mesures, que l'Occident, dans son système profond, a toujours développé l'ambiguïté morale. Maintenant, qu'est-ce qui a favorisé ce système et qu'est-ce qui a fait que justement, personne n'avait au départ vu cela venir? On croyait en la sincérité, en l'honnêteté de la morale occidentale, mais qui a commencé à se dévoiler à nos yeux. Comment une telle chose a pu arriver? C'est la deuxième partie que j'ai intitulée l'ère astrologique d'influence, l'ère du poisson. L'Occident a prospéré énormément avec l'ère du poisson ou des poissons, pour une simple raison. Le poisson a une double nature. L'une des natures du poisson, c'est d'être visible, d'être appréhendable. Mais vous savez très bien que dans l'océan, il y a plusieurs types de poissons. Il y a plusieurs catégories de poissons. Il y a ce qu'on pourrait appeler les poissons de surface, mais il y a également ce qu'on pourrait appeler les poissons de profondeur. Or, ces poissons de profondeur vont dans des profondeurs qui sont pratiquement inaccessibles pour nous. En résumé, quel est le principe de l'affaire? Premièrement, l'ère des poissons a vraiment facilité l'influence du système occidental à cause de la nature ambiguë même de l'ère du poisson. Parce que l'ère du poisson possède une dimension de profondeur qui est appelée une dimension de stagnation et une dimension apparente. Souvent, la dimension apparente est celle mielleuse du poisson que nous tous nous prenons. Mais personne ne va jamais dans les profondeurs pour découvrir les poissons de profondeur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au départ, l'Occident a toujours agi comme ça. Quand vous prenez le système des 3M, on vient vous dire que oui, il y a d'abord ce qu'on appelle les missionnaires, ensuite il y a les marchands, ou il y a les militaires. Mais en fait, il y a toujours une idée cachée derrière une autre. Ça veut dire que l'idée de départ était déjà d'envoyer des militaires, mais il faut créer une illusion, un événement apparent qui puisse permettre d'appâter les gens, tout comme justement nous appâtons les poissons. Et c'est ce que l'Occident fait, toujours. Mais au départ, comme l'ère d'influence de son évolution, de son système, est liée à l'ère d'influence du poisson, personne ne pouvait voir cela venir parce qu'on était tous subjugués par l'appât que l'ère du poisson nous présentait, aussi bien dans son système religieux de Christ à sauver et de toutes les religions qui sont nées de cette ère. On croyait en la morale parce que personne ne voyait la duplicité morale de l'Occident, parce qu'en réalité, ce n'est pas maintenant que l'Occident a commencé. Cette duplicité morale, cette ambiguïté morale a toujours été dans l'Occident. C'est la nature propre à l'Occident. L'Occident, le système occidental a la langue fourchue. Il faut le comprendre. C'est comme ça ne changera pas. C'est toujours comme ça. Et donc, ce système de l'ère du Verseau ou l'ère du Verseau a favorisé cela parce que on cachait les gros poissons qui étaient en mesure de nous avaler et de nous dévorer. On nous préparait, on nous envoyait les petits poissons qui nous appâtaient. Et pendant ce temps, les gros poissons bouffaient les choses en dessous. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? On nous envoie de la poudre de perlimpinpin et ensuite, on arrachait complètement toutes nos richesses. Cette duplicité morale, cette ambiguïté morale née de la langue fourchue de l'Occident et de sa nature pâle, c'est ce qui fait justement l'Occident. Ce que je dis n'est aucunement une injure à quelque peuple que ce soit. J'ai déjà dit que dans le peuple de l'Occident, eux tous, ils ne sont pas occidentalisés. Tout comme nous avons des Africains qui vivent en Occident ou en Afrique qui sont plus occidentaux que des Occidentaux. Parce qu'il ne s'agit pas de couleur de peau. Il s'agit évidemment de la capacité qu'a l'individu de sortir de systémique culto-culturel
basée sur la langue fourchue, la duplicité morale, l'ambiguïté morale, et d'émerger à l'ère de Kama, c'est-à-dire l'ère initiale de Verseau. Donc, l'ère des poissons ne pouvait pas vraiment nous aider parce que l'ère des poissons est une ère qui fait trop usage de paraboles, mais que ces paraboles pouvaient être prises rapidement au point de vue littéral. Jésus a multiplié pain et poisson. Pour nous, pour les gens de l'époque, c'est vrai, c'est comme ça. Personne ne pouvait imaginer que cette histoire n'a jamais existé et que c'est plutôt une parabole. Est-ce que vous voyez? Et donc, les textes des Écritures sacrées étaient saisis directement dans leur sens littéral. On pouvait dire que Abraham a vraiment existé, qu'un certain Moïse a vraiment existé, que ceux-ci, Adam et Ève, ont vraiment existé. Les gens avaient cru à cela parce que l'ère des poissons étant liée également fortement à l'émotion, les gens étaient emportés dans une forme d'immaturité émotionnelle qui, justement, aggravait la situation. Oui, la religion use ou utilise l'immaturité émotionnelle des gens pour pouvoir exploiter leur conscience. Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de lutter contre un État, il s'agit de lutter contre un système et de comprendre comment le système fonctionne. Et une fois qu'on comprend le fonctionnement du système, eh bien, on va tout simplement démonter ce système. En fait, ce système ne peut pas perdurer parce que c'est un système qui aura eu 2000 ans ou plus de 2000 ans pour perdurer, qui a encore peut-être à peu près une centaine d'années à subsister, mais inévitablement, eh bien, va émerger du plus profond de ce système un autre système qui sera appelé le système de l'ère du Verseau. C'est ce qui m'amène à parler de la troisième partie, à savoir la fin inévitable de l'Occident. Quand je parle de la fin inévitable de l'Occident, je ne parle pas de la fin d'une zone géographique. Je parle de la fin d'un système, le système occidental dont je viens largement d'expliquer le contenu. Ce système va finir ou est tout simplement en finitude. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une ère qui est associée à deux choses, esprit et vérité. Alors que le précédent système était beaucoup plus associé à l'émotion et naturellement au mental. Donc, les jeux du mental étaient très affairés à la logique et au raisonnement, même si la logique et le raisonnement ne sont pas des vérités. Pour l'Occident, la logique et le raisonnement sont la vérité, puisque l'Occident te dira, tu as vu, c'est logique, n'est-ce pas? Donc, pour lui, c'est la vérité. Alors qu'en fait, on peut utiliser cet outil qu'est la logique, même lorsqu'on est un dictateur, tout comme on peut utiliser cet outil qu'est la logique lorsqu'on est démocrate. Vous voyez, la logique ne prend pas parti. La logique et le raisonnement ne prennent pas parti pour la vérité. La logique et le raisonnement n'ont pas de parti pris. La logique et le raisonnement peuvent être utilisés aussi bien par la vérité que par le mensonge. Et donc, logiquement, pour qu'on puisse sortir de l'Occident, il faut mettre fin à la logique et au raisonnement. Ce que vous me direz est absolument impossible. Mais en fait, c'est tout à fait possible. C'est ce qui donne naissance à la fin de l'Occident. L'Occident nous permet de réfléchir de l'extérieur vers apparemment l'intérieur, sans jamais atteindre l'intérieur. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que l'Occident te fait comprendre que tes organes de sens te permettent d'apprécier les faits. Donc, le journal va montrer qu'on a bombardé tel endroit. L'Occident va dire, vous voyez ce que fait Kadhafi, vous voyez ce qui se passe chez Saddam Hussein, voici les preuves, même si ces preuves pouvaient être fabriquées. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces experts de preuves, soi-disant, avec des instruments de détection de preuves, quand ça leur chante, eh bien, peuvent s'appuyer sur cette logique et ce raisonnement
pour bombarder un pays. Mais il arrive des moments où nous avons, dans le cas d'Israël, qui est en train de tuer des personnes en Palestine, des preuves. Mais l'ambiguïté morale et la duplicité morale de l'Occident permet à l'Occident de dire Israël doit se défendre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel point? On ne te le dira pas jusqu'à ce que l'Occident se satisfasse que c'est ça. Et donc, on vit dans ce gros mensonge, puisque autant on peut partir des faits et incriminer des choses, c'est tout cela le système judiciaire qui est d'ailleurs erroné, parce qu'on fabrique des preuves. De la même manière, lorsque les preuves sont flagrantes, on veut bien les détourner par des éléments de langage, même journalistique, pour que les gens comprennent qu'on parle d'autre chose et que les cas ne sont pas les mêmes. Et tout le peuple occidentalisé va admettre cela parce que fonctionnant ainsi, dans leur propre duplicité morale perçue ainsi par nous, eux, c'est leur loup vivant avec les loups, ils s'entendent bien. Donc, la fin de l'Occident est inévitable parce un nouveau système de pensée émerge ou une nouvelle procédure de pensée émerge. C'est la pensée qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous parlais du système occidental, dans son raisonnement, dans sa logique, va partir de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui, en fait, nous a cafoué complètement, puisque les preuves, on peut les fabriquer. Par contre, et je dis bien par contre, dans l'ère du verseau, le système de raisonnement va complètement changer, l'éducation va complètement changer et les emplois vont complètement changer. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'ère du verseau est une énergie qui contraste avec l'ère du lion, donc une énergie médiane des 26 000 années constituant les 12 ères, une énergie du milieu. On va appeler cela le grand basculement. Ce grand basculement, c'est en fait un basculement énergétique, un basculement dans le système de pensée. Parce que tout est basé sur le système de pensée. Il y a le système de pensée qui voit les choses de l'extérieur vers l'intérieur sans jamais atteindre l'intérieur et un autre système de pensée qui va générer de l'intérieur vers l'extérieur, appelé encore le système du verseur d'eau. Et donc, partir de la source pour nourrir la branche, c'est là l'élément fondamental de l'ère du verseau. Ce qui fait que pendant que l'ère de poisson permet aux poissons de se camoufler dans les profondeurs, l'ère du verseau va saisir la profondeur et va verser tout au vu et au su de tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, de façon métaphorique, que l'anus de l'Occident va sortir. C'est inévitable parce que justement, il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de systèmes de pensée. À partir de maintenant, les gens vont commencer à partir de l'éthique, de l'intuition, vers la morale, vers la logique, vers le raisonnement. Ce n'est plus c'est logique et c'est la vérité. Non, ce sera plutôt est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est ce que nous ressentons tous être vrai? Parce qu'on n'enseigne pas la vérité, on la ressent. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'Occident est décrié. Parce que tout le monde commence à vivre ce malaise occidental. Même des Occidentaux se sentent très malaisés parce qu'ils ressentent la marde, l'injustice, au fond, est ressentie. Parce qu'ils ont un fond de justice qui sent au fond qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Ça ne fait pas bon. Ça ne fait pas nature. Ça ne fait pas équilibre. Et les gens vont commencer à se révolter. Et lorsque cette révolte émotionnelle va donner naissance à des révoltes physiques, à des révoltes systémiques, où tout le système occidental va être abandonné un peu partout dans le monde, on va assister à ce que les Saintes Écritures ont toujours annoncé, la fin du monde.
Oui, je vous l'explique. Lorsqu'on vit dans un systémique bien défini, on vit dans un monde. Lorsque ce système finit, c'est la fin du monde. En fait, c'est la fin de ce monde ou la fin du monde tel qu'on le connaît. Oui, la fin du monde existe, mais ce n'est pas la fin de la planète. D'accord? C'est la fin d'un monde et ce monde, c'est le monde qui gère aujourd'hui le monde. Vous avez tout compris. J'ai voulu faire cette capsule aujourd'hui pour clarifier les choses pour tout le monde d'un point de vue métaphysique, pour que les gens évitent de s'engouffrer dans des confusions mentales. Résumons. Premièrement, qu'est-ce que l'Occident? Ce n'est pas une zone géographique. Comme John Smith dans Matrice face à Neo, il s'agit de considérer John Smith ou le système occidental comme une infection aujourd'hui qui gangrène le monde entier. Donc, l'Occident est beaucoup plus un système qu'une zone géographique. Et ce système, on le retrouve dans la nourriture, dans l'alimentation, dans la politique, dans l'économie, dans la santé, dans le social, dans toutes choses aujourd'hui, même dans les langues. Le système occidental s'est implanté. Mais qu'est-ce qui fonde ou fondait ce système influencé et favorisé par l'ère des poissons? C'est la duplicité de la nature même du poisson. C'est l'ambiguïté morale. Et les deux perchés comme un corbeau sur l'entité fonctionnelle de ce système occidental, il s'agit naturellement de la langue fourchue. Le symbole est bien trouvé, langue fourchue. La langue est née du langage et l'utilisation de la langue crée une ambiguïté au sein du système occidental qui est compréhensible pour le système occidental lui-même, puisqu'il y a une logique et un raisonnement, les loups vivant entre eux, mais qui n'est plus aujourd'hui favorable au monde tel qu'on le connaît. À l'époque, on pouvait tous être dupés sous l'influence de l'air de poisson, par le système occidental qui d'abord appâte et ensuite détruit. C'est son fonctionnement. C'est pour cette raison que ce système occidental a favorisé à beaucoup de pays et certains pays qui sont experts, que je ne vais pas nommer, qui sont experts dans le nivellement par le bas. Ces pays ont favorisé d'ailleurs le système occidental. On le retrouve dans beaucoup de pays africains où lorsque un Africain évolue, les autres veulent le détruire en même temps. Eux tous, ils sont infectés par le système de duplicité de l'Africain, qui est né donc du système occidental qui les a colonisés. Donc, coloniser, c'est imposer un mode de pensée, c'est imposer un paradigme culturel, un paradigme éthique et moral à un peuple. Et c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui s'est passé tout le temps avec le système occidental et avec les croyances que l'Occident nous a vendues et que l'Occident lui-même ne pratiquera vraiment pas en toute honnêteté, à part quelques-uns qui sont comme les êtres de surface de l'Occident. Ensuite, nous sommes intéressés par l'ère qui a favorisé l'expansion, n'est-ce pas, du système occidental, c'est l'ère du poisson ou des poissons, puisque le poisson possède cette nature double, cette duplicité-là, qui est propre au poisson, un être à deux visages. Mais la fin de l'Occident est inévitable, c'est évident. Pourquoi? Parce que l'Occident n'est pas une zone géographique, l'Occident est un système de valeurs, un système de pensée. Ce système a utilisé un paradigme qui lui est propre, basé sur la duplicité et la langue fourchue, pour conduire le monde à terme. Et d'ici que nous rentrons vraiment dans l'ère du Verseau, parce que nous sommes toujours en train de rentrer dans l'ère du Verseau, d'ici une centaine d'années, selon certaines prévisions, le système de l'Occident va capote. Quoi? Je ne dispose pas de cette information. Parce qu'il existe aujourd'hui, au sein du système occidental lui-même, puisque un système est toujours enceinte d'un sous-système qui émerge des profondeurs de ce même système.
On appelle cela, comment on appelle, et le mécanisme, oui, c'est un mécanisme, on peut le dire ainsi, c'est le mécanisme de la femme enceinte, comme la maïotique de Socrate, c'est-à-dire que chaque civilisation porte en elle-même les germes de son extinction, de la prochaine civilisation qui va produire son extinction. Donc aujourd'hui, le système occidental est enceinte d'un sous-système qui est là, qui commence à émerger. C'est le système de l'ère du Verseau, qui contrapose avec le systémique occidental, puisque tout ce qui existe a sa propre gravité. Et souvent, eh bien, tout ce qui existe possède sa propre nature inversée. C'est la loi de l'équilibre. Donc, la nature inversée de l'ère du Verseau, de l'ère du Poisson, va complètement déchirer la matrice ou l'utérus non seulement de l'ère des poissons, mais de l'ère du système occidental. Et ce système va inévitablement s'écrouler dans tous ces mécanismes de contrôle, car c'est ce qui fait la civilisation occidentale. Maintenant, j'espère que vous avez complètement compris. Maintenant, c'est à vous de décider. Peuple africain, c'est l'occasion ou l'opportunité à saisir inévitablement. Devenez comme un surfeur qui cherche la prochaine puissante grande vague. La prochaine puissante vague, c'est ce nouveau système de pensée basé sur l'intuition, la vérité, l'intériorité, basé sur le voyage de l'intérieur vers l'extérieur, où la prééminence et la prédominance de l'éthique entièrement sur la morale. Je vous remercie et j'espère que cela a été compris avec précision. Peut-être.